Il y a quelques mois, je me suis amusé à calculer le montant total que je dépensais en abonnement chaque mois, pro et perso. Ce montant, c'était 9000 € par mois. Alors ça paraît peut-être délirant pour un particulier, mais pour les entreprises à un certain niveau de chiffre d'affaires, c'est souvent à peu près ce qu'on dépense en abonnement. Et à ce moment-là, je vous avoue, quand j'ai découvert ce chiffre, ça m'a mis en rogne. Et je me suis dit, comment j'en suis arrivé là? Et en me posant cette question, je me suis rendu compte du business model ultra fourbe que mettent en place tous les SaaS. Le business model, c'est que généralement, dans les premières années d'existence des logiciels, ils mettent le SaaS pas très cher, aux alentours des, je sais pas, 10 € par mois. Et puis ensuite, chaque fois qu'ils développent une nouvelle fonction, ils la rendent payante. C'est un palier en plus, ou une branche séparée du produit qu'il faut payer en plus avec un truc supplémentaire à acheter. Ensuite, ils augmentent le prix de l'abonnement. Ensuite, ils rendent le ensuite, ils vont payer par licence utilisateur. Du coup, un service qu'à la base, tu payais 10 € par mois, à la fin, tu te retrouves à le payer 500 € par mois. Tu sais pas comment. Mais il y a deux autres problèmes que moi, je trouve absolument majeurs. C'est premièrement le fait qu'il n'y a aucune résilience. C'est-à-dire qu'on a déjà assisté à des services internet qui ont craché, les serveurs ont brûlé, ils n'avaient pas des bonnes sauvegardes, et donc tout le contenu utilisateur perdu. Donc toi, tu passes des mois, peut-être des années, à construire tout ton business sur un certain set d'outils, et puis du jour au lendemain, hop, leur serveur brûle et toi tu perds tout ce que tu as fait. Une autre possibilité, c'est même si leur serveur brûle pas, peut-être qu'un jour le logiciel va simplement cesser d'être maintenu. Ils vont dire non, on arrête ce logiciel ou on se fait racheter par quelqu'un d'autre, ils ferment les serveurs petit à petit et hop, tout ton travail part en fumée. T'as aucune résilience, aucune capacité à te reconstruire après un signe noir, un aléa imprévu. Et puis pour finir, ils gèrent super mal les données personnelles, à chaque fois ils ont littéralement zéro politique de confidentialité. Donc tu mets toutes les données personnelles de tes clients dans les mains de personnes qui en ont absolument rien à foutre de la privacy. Donc en me rendant compte de tout ça et en ayant un fort besoin en moi de couper les coûts, je me suis dit ok, il faut que je trouve une autre solution. Alors j'ai regardé l'horizon et je me suis dit j'ai deux options. Soit je vais vers des solutions moins chères et des trucs un peu schlag comme partager un compte avec toute l'équipe et tout, mais j'aurais eu des services dégradés un peu partout. L'autre option, c'était de reprendre le contrôle complet et de devenir souverain de mes outils en auto-hébergeant sur mon propre serveur tous mes services. Pour faire ça, vous vous doutez bien que je ne pouvais pas utiliser des logiciels propriétaires, il me fallait des logiciels open source que je pourrais moi-même installer sur mon serveur, maintenir, sauvegarder, entretenir. Alors dans cette vidéo, mon objectif, c'est de vous faire une overview du sujet de comment auto-héberger ces outils sur un serveur en vous donnant mes meilleures astuces. Cependant, je n'entrerai pas dans le détail de la config parce que ça, je réserve une série de vidéos dédiées à ce sujet-là dans le futur sur ma chaîne, sur c'est quoi le meilleur VPS, comment choisir, comment configurer un serveur, comment gérer les sauvegardes, comment installer des applications, un zoom par application sur les 8 plus grandes applications open source. Donc voilà, je vous prépare tout ça sur cette chaîne, ce sera une série de 15 vidéos qui vont sortir sur ce sujet. Dans cette vidéo, c'est juste une overview pour vous expliquer comment vous pouvez mettre le pied dedans si vous souhaitez. Alors la question que maintenant vous pourriez vous poser, mais c'est pour qui? À qui ça s'adresse en fait ce type de stack technique? Eh bien, je dirais un truc, c'est qu'il faut que vous soyez une personne qui soit probablement assez ancrée avec des valeurs. Parce que si vous en foutez de la privacy, de la résilience et que vous voulez juste la meilleure solution, elle sera jamais open source. Et si vous faites ça que pour l'argent, ça va pas marcher, ça va vous saouler. Parce que bien souvent, quand on commence à mettre en place des bons systèmes de sauvegarde et vouloir avoir une vraie résilience et sur des serveurs green, etc., finalement ça nous revient, quand on a peu d'usage, à des coûts à peu près similaires que des SaaS. Si vous avez des petits usages de vos outils. Donc voilà, il faut déjà avoir des valeurs assez solides, avoir ensuite une envie d'exploration intellectuelle, je pense de l'open source, de ce monde magnifique qu'est l'auto-hébergement, et une soif d'apprendre du coup sur ces thématiques-là. Et puis enfin un profil qui est quand même assez technique. Si vous ne savez pas écrire une commande dans un terminal Linux, peut-être allez pas vers cette option parce qu'il y aura toujours du debugging, toujours des problèmes, surtout si on prend un time frame de 10 ans, c'est impossible que vous n'ayez pas un jour à ouvrir un terminal. Bien, tout ceci étant dit, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, à savoir comment est-ce qu'on fait pour auto-héberger tous ces outils. Et aussi, quelles sont les alternatives que j'ai trouvées aux outils que j'utilisais par le passé en open source. Ok, bon la première étape, c'est de savoir où est-ce qu'on va faire tourner toutes nos applications. Il y a trois grandes options principales. Première option, c'est d'utiliser un VPS, un Virtual Private Server. Donc en gros, c'est quoi? C'est une partie d'un serveur qui est physiquement dans un endroit, dans un data center, par exemple, je sais pas, en Finlande ou autre. Vous aurez donc accès à un ordinateur qui est partagé peut-être avec 10 clients, et vous aurez une machine virtuelle qui tournera sur ce serveur, et qui sera donc pas le 100% de la puissance du serveur, mais qui sera un peu moins puissant, ce qui vous permettra de quand même, la plupart du temps, de faire tout ce que vous voulez, mais qui du coup sera beaucoup moins cher, parce que vous ne payez pas 50 € par mois pour un serveur, mais peut-être 4 € par mois pour une toute petite partie d'un serveur qui vous est attribué, avec du coup une possibilité d'augmenter la performance de votre VPS à mesure que vous mettez plus d'outils et que vous avez plus de trafic ou autre. Donc ça c'est une très bonne solution pour commencer. Je pense que sur Vultr par exemple, VULTR qui est je pense la meilleure référence dans le milieu en ce moment, vous vous en tirerez pour 6-7 € par mois. Donc vous voyez c'est vraiment pas énorme et sur ce VPS vous pourrez héberger
tous vos outils, si les usages sont pas énormes et que du coup, voilà, vous ne faites pas surcharger le serveur. Deuxième option, c'est de prendre un serveur dédié. Donc cette fois-ci, vous partagez pas le serveur avec d'autres personnes, vous avez votre propre serveur, de manière physique quoi, dans un data center, vous avez un des serveurs qui est entièrement pour vous. Ça va vous coûter entre 25 € par mois et plus ou moins 400 € par mois, ça dépend de vos besoins. Moi, c'est l'option vers laquelle je suis allé parce que j'ai beaucoup de services, beaucoup de trafic, beaucoup de choses qui se passent sur mon serveur. Et donc, ça coûte à peu près 46 € par mois. C'est même le tarif exact en réalité. Moi, j'ai pris mon serveur dédié et d'ailleurs, vous pouvez aussi prendre votre VPS là-bas chez Hetzner, qui a le mérite d'être un hébergeur européen, qui est allemand, donc qui a une très bonne politique de confidentialité au niveau des données, qui est réputé pour être très fiable, pour avoir très peu de pannes techniques et autres. C'est pas la meilleure interface et tout, mais honnêtement, c'est parmi les meilleurs, avec Vultr, je pense, sur le sujet des VPS. Cette option, vous pouvez y aller à peu près les yeux fermés, si vous avez plus de, je sais pas, 30 000 visites par mois sur votre site web, que vous voulez faire un serveur mail dessus, que votre serveur d'automatisation, vous allez le faire tourner dessus également, et que peut-être vous voulez à un moment pouvoir faire tourner, par exemple, des services d'IA, des choses comme ça. Donc ça, c'est serveur dédié si vous avez des gros usages ou que vous voulez même créer vous-même une agence pour ensuite installer d'autres clients sur votre serveur, plein de services pour des potes et tout. Ça peut être une bonne option long terme. Il y a un avantage aussi avec le serveur dédié, c'est que vous pouvez demander ce que vous voulez sur le serveur. Vous pouvez vous demander qu'on vous rajoute de la RAM, plus de disques, etc. C'est vous qui gérez. Et enfin, il y a la dernière option qui est celle du NAS. Le NAS, c'est quoi? C'est un ordinateur que vous allez avoir chez vous, qui ressemble en fait à un petit cube noir, que vous allez brancher au réseau et au courant. Il sera en permanence allumé chez vous. Et en gros, vous pourrez faire tourner ce que vous voulez dessus. Donc un serveur de stockage, parce qu'à la base, le rôle d'un NAS, c'est de mettre des disques dedans pour stocker vos fichiers à l'intérieur. Mais vous pourrez aussi, également, si vous êtes sur Synology par exemple, installer plein d'applications comme Image pour remplacer Google Photos, Nextcloud pour tout votre cloud virtuel, et toutes les applications en fait dont on va parler par la suite. Vous pouvez aussi choisir d'acheter un serveur physique chez vous, et faire tourner votre serveur dessus. Faut voir le coût d'électricité dans votre région pour voir si c'est vraiment intéressant par rapport à un VPS. Et vous pouvez également prendre un vieil ordinateur que vous avez qui traîne et le laisser allumé en permanence, ça fera office d'un serveur très bien en réalité. Attention toutefois à la résilience, si vous avez une panne de courant, si vous avez de l'eau qui est renversée dessus, il faut vraiment avoir des bonnes sauvegardes et savoir quand même bien geeker si vous avez votre propre matériel. Ok, maintenant qu'on sait où est-ce qu'on va installer physiquement toutes nos applications, donc sur un serveur, un VPS, un NAS ou un truc que vous avez chez vous, un vieil ordinateur ou autre, on va pouvoir passer à la seconde étape de notre processus, qui n'est pas tout de suite, attention, l'installation des applications. Car moi, ce que je vous recommande, si vous êtes sérieux à propos de l'auto-hébergement, c'est de passer par un outil magique que j'ai découvert récemment. Cet outil magique, il s'appelle Cloudron. Et c'est vraiment un énorme cadeau que je vous fais en voyant cette vidéo, parce que c'est, je pense, le meilleur outil qui existe au monde, je pense. En gros, ce que ça fait, Cloudron, c'est que vous avez une seule commande, littéralement, à mettre dans votre serveur quand vous l'installez dans la ligne de commande. Et en entrant cette commande dans votre serveur, ça va vous installer une interface comme celle-ci. Donc c'est une super belle interface. Et Cloudron, ça fait quoi en fait? C'est quoi son usage? Eh bien, Cloudron, ça dispose d'un App Store avec la plupart des applications open source dont vous pourriez avoir besoin. Vous les avez quasiment toutes, vous avez tout ce dont vous avez besoin en fait pour faire un business, pour avoir vos outils perso auto-hébergés, etc. Donc il y a tous ces outils-là qui sont à disposition, et c'est incroyable, parce que c'est comme un App Store en fait. Si je veux installer par exemple Ghost, qui est un logiciel de blogging, j'ai simplement à cliquer dessus, à faire install ici, à choisir où est-ce que je vais l'installer, par exemple dans ghost.letmenu.com, install, et hop, mon application open source sera installée. Je vous rappelle que pour installer Ghost à l'origine, si on veut le faire à la ligne de commande, il faut faire tout ça. Donc ça vous fait gagner un temps fou. Mais ce qui vous fait gagner un temps encore plus fou, c'est que Cloudron gère lui-même les mises à jour des logiciels. Donc vous n'avez pas besoin de faire en gros les mises à jour. Il gère lui-même la configuration de votre serveur mail. Il gère également tous vos systèmes de sauvegarde. Et il peut également gérer vos utilisateurs de manière centralisée pour toutes vos applications. Donc quand vous onboardez quelqu'un dans votre équipe par exemple, vous pouvez simplement créer un nouvel user dans Cloudron, et puis ensuite ils se verront tous créer un identifiant et un mot de passe dans toutes les applications qui sont à l'intérieur de Cloudron. Une action pour plein de bénéfices. Cloudron, j'ai absolument pas à m'en plaindre, c'est honnêtement la meilleure application que j'ai jamais testée de ma vie. Elle est bien, elle est simple, elle est minimaliste, elle va à l'essentiel, ils essaient pas de vous upsell des trucs, c'est vraiment des gens passionnés, il y a une très bonne communauté qui supporte le logiciel, et au niveau du pricing, ça coûte 15 € par mois, donc autant vous dire que c'est absolument rien, sachant qu'ensuite ça vous permet d'avoir toutes les applications qui remplacent tous vos abonnements derrière. Bien, nous avons donc vu dans cette vidéo la première étape, qui est savoir où est-ce qu'on va faire tourner nos applications concrètement. On a vu la seconde étape, qui est le programme central qui permet de
mettre à jour et d'installer toutes les applications Cloudron. Et maintenant, j'aimerais vous parler de mes applications open source favorites pour remplacer tous vos abonnements que vous avez peut-être aujourd'hui. Je vais vous donner les meilleures trouvailles que j'ai fait dans la communauté open source. La première application qu'on va remplacer avec une alternative open source, c'est Calendly. Calendly, pareil, c'était un super logiciel à la base, ça coûtait pas très cher, et maintenant, quand tu as ne serait-ce que 5 salariés et que tu as besoin des fonctions intéressantes, ça te coûte au minimum 120 € par mois. Ce qui est en fait, au demeurant, beaucoup trop pour un outil simplement de réservation d'appel. Donc du coup, à la place, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme logiciel open source? Il y en a plein en réalité. Si on va voir par exemple sur Cloudron, on voit que Cloudron, du coup, il nous en propose 3 dans sa base de données: Rally, Easy Appointments et Cal.com. Cal.com, c'est vraiment le meilleur, il est assez ouf, ce logiciel. C'est un truc donc, qui coûte en réalité plus ou moins le même prix que Calendly, que moi je trouve mieux. Mais le truc, c'est qu'il est open source. Là, ça, ils le disent nulle part sur le site maintenant. Mais ils ont une version open source que du coup on peut auto-héberger sur notre propre serveur, ce qui est absolument merveilleux. Et c'est un logiciel pour moi encore mieux développé que Calendly. Et pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, ça vous fait une page de réservation complètement classique, comme d'habitude, où vous pouvez mettre vos infos. Donc c'est très propre, c'est gratuit. Bam, 120 € d'économiser par mois. Le second logiciel qu'on va remplacer, c'est Zapier. Zapier, ils ont un pricing qui est complètement indécent. Pour vous dire, moi, à la fin, je payais un peu plus de 300 € par mois pour le délire, parce que j'automatisais à peu près 50 000 tâches par mois. En payant mensuellement, ouais, ça fait quasiment 500 € par mois, c'est à peu près ça que je payais. Donc comment est-ce qu'on fait pour remplacer ça? On utilise un logiciel que je trouve supérieur en réalité à Zapier de base, c'est N8N. N8N, c'est un logiciel qui est absolument extraordinaire. Parce que même si on regarde le pricing de la version hébergée, donc qui est hébergée sur leur propre serveur, maintenu par eux, etc., on est à 120 € par mois pour avoir le même nombre d'exécutions, voire même beaucoup plus en réalité, parce qu'avant c'était des steps, là c'est des exécutions, peu importe, que pour Zapier. Donc bref, c'est une super boîte avec un pricing super fair. Leur outil, je le trouve bien meilleur que celui de Zapier ou même celui de Make. Pour vous montrer en un exemple en quoi c'est monstrueux cet outil N8N, c'est que bon, c'est un système d'automatisation donc avec des nodes qui sont d'affilée comme ça, un peu comme Make si vous connaissez. Mais surtout, c'est un truc qui est IA natif, dans le sens où ils ont des super blocs pour l'IA, bien meilleurs que les concurrences, où vous pouvez donc inclure un chat model ici, avec un memory buffer personnalisé, et vous pouvez lui donner accès à tous vos tools. Donc par exemple, si vous voulez créer un agent personnalisé qui a accès à votre Google Drive, mais aussi votre Gmail, votre Google Calendar, etc., vous pouvez très bien le faire en littéralement 2 heures, ou 30 minutes si vous y connaissez bien, sur N8N. Donc c'est beaucoup mieux et surtout c'est gratuit. Moi, au lieu de payer donc 500 € par mois, là pour le même nombre d'exécutions, je paye 0 € par mois, enfin juste le prix de mon abonnement. C'est super bien développé et pour vous montrer, voilà, ça ressemble à ça, un peu une automatisation finale, qui là par exemple convertit un message vocal en article de blog. N8N, donc très chaude recommandation que vous pouvez aussi installer via Cloudron. Ok, l'outil suivant dont je voudrais parler, il s'appelle Ghost. C'est l'outil que j'utilise en fait pour mon site internet désormais. C'est entièrement open source également. Et il est réputé Ghost pour être le moteur de blog qui est en fait le plus léger, le plus rapide et donc qui va vous donner les meilleurs résultats SEO sur Google. Parce que vous avez des page speeds qui sont super bonnes, que tout est en HTML brut, c'est merveilleux. Et donc ça c'est pour l'interface, voilà, ça c'est mon thème, etc. C'est moi qui l'ai configuré comme ça, mais c'est à peu près ça l'idée. Voilà, ça vous fait un super blog hyper propre en réalité. Ça a aussi une newsletter intégrée, donc vous pouvez envoyer des newsletters aux gens. Et pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble dans l'interface admin, vous avez une interface qui est ultra minimaliste avec vos drafts, vos posts qui sont programmés à être envoyés ou publiés, et puis vos posts publiés juste ici, avec vos taux d'ouverture, etc. Et ensuite, vous avez vos pages, vos tags et vos membres. Un point, c'est tout. Les paramètres, ils sont aussi petits que ça, donc c'est vraiment super rapide. L'inconvénient de ce logiciel, c'est que si vous voulez modifier des choses, il faut savoir un petit peu développer avec de l'HTML. Mais moi, je trouve que c'est un excellent moteur de blog, qu'on peut faire des résultats super quali avec. Et surtout, c'est un truc qui est extrêmement long terme et résilient. Dans le sens où tous vos articles, ils sont écrits en Markdown, donc c'est un format universel que vous pourrez transférer sur n'importe quel moteur de blog. Vous auto-hébergez votre logiciel. Et en l'occurrence, c'est une super boîte. Ils ont aussi une option pour héberger chez eux leur outil, donc ça leur permet d'avoir vraiment un bon business model pour maintenir le logiciel. Donc ouais, globalement je vous recommande vraiment Ghost, et on sait, vu le passé du créateur de la boîte et les valeurs qu'il prône, qu'ils feront jamais un peu de la merde comme WordPress, à le surcomplexifier, à faire des pages trop lourdes et qui chargent plus rapidement, à tenter de sauver le truc avec des éditeurs comme Gutenberg qui sont pas terribles. Là on sait, voilà, que c'est bien développé dès le début et qui reste dans le plus basique qu'on peut faire au niveau programmation, etc. Évidemment, WordPress étant open source, si vous voulez faire des logiciels plus complexes que simplement un blog trop dynamique, vous pouvez bien évidemment aller sur WordPress. Là, c'est la version .com, du coup, vous devez payer
pour vous faire héberger, mais il y a aussi la version wordpress.org qui est donc la version open source du logiciel que vous pouvez installer vous-même. Cloudron vous permet évidemment de l'installer. Outil suivant, il s'agit de kit.com, mais il y a aussi MailerLite, Mailchimp, etc. C'est le logiciel qu'on utilise tous pour envoyer des emails à une mailing list. C'est absolument indécent. Moi j'avais 100 000, pour avoir 100 000 emails, je payais donc 600 €, non même plus, je payais 679 € par mois. Et c'est là que vous commencez à comprendre en fait pourquoi un business qui est assez gros paye énormément d'argent en abonnement. Voilà, pour un logiciel qui est bien, en vrai c'est très bien ConvertKit, mais moi j'avais pas besoin de toutes les fonctions forcément et je payais trop cher. Donc du coup, je suis plutôt parti sur l'alternative open source qui s'appelle Mautic. Mautic, c'est pas comme les autres logiciels que je vous ai présentés par le passé, c'est-à-dire que c'est pas aussi bien voire mieux. C'est un peu de la merde, mais pas trop non plus de la merde. Vous voyez la page du site web par exemple, ça en dit long sur le logiciel. Pour vous montrer extrêmement rapidement ce à quoi ça ressemble, en gros vous avez exactement comme dans ConvertKit ou autre, vos campagnes, avec du coup par exemple mes séquences mails qui tournent. Là par exemple c'est une séquence mail donc qui va envoyer 5 mails d'affilée, avec pour chaque étape du coup un mail spécifique qui est envoyé. Donc l'interface est vraiment pas ouf, elle est pensée vraiment un peu en mode old school. Mais ça n'empêche pas que tout fonctionne correctement, j'ai jamais eu de problème de reliability. J'ai mes campagnes mail automatiques qui tournent grâce à ça. J'ai mes contacts qui sont bien segmentés. Au niveau de l'édition des mails, vous voyez que c'est assez cool. On peut quand même mettre des petites images, des choses comme ça. On peut vraiment créer des templates comme on ferait sur d'autres logiciels. Donc voilà, c'est largement satisfaisant. Et surtout, ça fait économiser tout de même 680 € par mois. Donc moi qui ne crée pas non plus beaucoup de séquences mail et tout, j'ai pas besoin de plus, sachant que j'envoie moi tous mes mailings, one shot, mes newsletters et tout, avec Ghost directement qui permet d'envoyer des newsletters. Le logiciel suivant qu'on va essayer de remplacer, il s'agit de Help Scout, de n'importe quel logiciel en réalité de support. C'est le logiciel qui coûte en fait toujours super cher. Moi je pense qu'on aidait à la fin peut-être 600 personnes par mois, vous voyez ça coûtait 300 € par mois. Nous on utilise un autre truc qui s'appelle HubSpot pour faire le CRM et tout, mais ça c'en est un autre qui est assez connu. Et ben il y a une alternative sur Cloudron qui s'appelle FreeScout. FreeScout il est juste ici, c'est une interface un peu dégueu, mais ça fait la plupart des fonctionnalités que peut faire également Help Scout, et c'est gratuit. Donc nous on utilise ça aujourd'hui pour gérer tous les tickets clients, se transmettre les requêtes et tout, et honnêtement ça marche super bien. Outil suivant, il s'agit de Slack, et je savais même pas qu'ils avaient été rachetés par Salesforce, mais en tout cas Slack. L'alternative open source à ça, elle s'appelle Mattermost, elle est tout aussi bien développée, voire mieux. Voilà, vous avez littéralement les mêmes fonctions avec des meilleures features même au plupart des endroits. Ça c'est bien pour les grosses teams, sinon vous avez plein d'autres serveurs de messagerie que vous pouvez auto-héberger sur votre Cloudron. Et enfin, le dernier outil que je vais vous présenter dans cette vidéo, même si j'en ai plein d'autres à partager avec vous, il s'agit de Circle. Donc Circle, moi c'est le logiciel que j'utilisais pour héberger mes formations et ma communauté avec Atomic. Donc ça coûtait pour moi 3 000 € par mois, voire plus même, 4 000 peut-être. Parce que j'avais une application dédiée sur l'App Store. Bon, c'était pas un bon choix stratégique de faire ça, mais c'est comme ça. Et donc, c'est pas mal, ça fait office de communauté et ça héberge des formations. Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai installé un super service qui s'appelle Discourse. Il dit ça, l'endroit pour les communautés civilisées. Donc c'est en gros ce qu'utilisent toutes les plus grosses boîtes en termes de services de support, d'aide et de forum. Et il y a bien une raison pour ça, c'est que c'est une manière ultra efficiente d'organiser l'information en faisant par sujet, par fil, avec une barre de scrolling. Enfin, ils ont vraiment inventé en fait ce format-là, Discourse. Et c'est par exemple Seth Godin qui disait que c'était voilà c'était un wonder d'utiliser ça tous les jours. Il a mis Alt MBA dessus, beaucoup de ses projets dessus, et c'est open source, donc vous pouvez l'auto-héberger également, votre communauté. Et pour vos formations en ligne, pour finir, moi je suis allé vers un truc qui n'est pas open source, mais qui est un one-time purchase pour sortir des abonnements qui s'appelle Thrivecart. Et Thrivecart, donc que vous connaissez peut-être pour leur fonction de checkout, ont également une fonction pour héberger vos cours en ligne. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper toute ma série de 15 vidéos que je ferai sur chaque point qu'on a vu dans la vidéo, mais en détail, avec moi qui le fais devant vous en mode tutoriel. Je partagerai également beaucoup d'autres outils open source avec vous, qui vont vous permettre de remplacer à la fin toutes vos applications pour ne plus dépendre de vilains SaaS qui veulent votre argent un peu plus chaque mois. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura rendu comme capable de faire des grandes choses avec l'auto-hébergement et la gestion de votre propre serveur. N'oubliez pas qu'il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés, comme la sauvegarde de votre serveur, la maintenance technique, etc. C'est des sujets qu'il ne faut absolument pas ignorer, et on en parlera dans d'autres vidéos qui viendront dans le futur. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Salut!